Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse Futura Gaia en levée de fonds sur SoWeFund à partir de mes critères d'investissement gagnants. C'est parti. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Je suis sur le site de SoWeFund sur la page Futura Gaia. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux télécharger le document complet en description de la vidéo. Juste en dessous, c'est entièrement gratuit. Donc, n'hésite pas, dans ce document, tu comprendras vraiment de quoi je parle et je t'apporterai de la valeur des critères d'investissement que tu pourras réutiliser pour tes propres investissements. Donc, ça vaut vraiment le coup de récupérer le document. Donc, Futura Gaia, c'est de la géoponie rotative. Donc, c'est une espèce de culture végétale d'aliments dans cette espèce de grand cylindre qui tourne autour d'une lumière que tu peux voir dans la vidéo. Et donc, Futura Gaia, ça conçoit, développe et commercialise une solution d'agriculture verticale, automatisée, qui vient compléter l'agriculture traditionnelle. Donc, c'est vertical parce que tu peux les empiler en hauteur. Là, tu vois, ils sont tous au rez-de-chaussée sur cette photo, mais tu peux les empiler les uns sur les autres. D'ailleurs, je pense qu'il y en a là au-dessus. Et ça ne pousse pas à même le sol, c'est en l'air. C'est ça qu'on appelle vertical. Alors, est-ce que déjà, avec cette description très basique, c'est assez original, c'est assez sympa, mais est-ce que déjà on peut tirer des choses parmi les critères d'investissement de cette description? Oui, on peut voir que c'est un produit physique, donc on n'aura pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche, et on peut voir que c'est sur le marché de la production agroalimentaire, alimentaire. Et donc, on peut évidemment voir qu'il y a un sacré marché. On a 7 et quelques milliards d'êtres humains à nourrir et on sait qu'il y a des enjeux sur la production de nourriture dans les années à venir. Donc, voilà, ça c'est typiquement, on peut commencer avec 2 critères qui sont déjà d'office remplis. Et puis maintenant, on va aller voir la suite. Alors, je clique ici sur offre. C'est là où on a vraiment le déroulé complet de ce qu'il se passe. Donc, c'est le seul acteur du marché, une ferme verticale clé en main, grâce à leur solution. Donc, ils s'engagent sur plusieurs objectifs et ils sont sur le marché de l'agriculture verticale, qui est un marché à 5 milliards et qui devrait croître de 38% par an pour atteindre 57 milliards d'ici 2028. Donc, on est sur un marché encore petit, et quoique c'est quand même déjà un marché en milliards, mais qui surtout va connaître une explosion. Effectivement, on entend parler des fermes verticales de plus en plus, donc ça nous confirme ce critère-là. Alors, on va tout de suite commencer du coup par l'équipe, c'est ce qui nous est proposé en premier. On va aller voir un tout petit peu les LinkedIn donc, de Pascal, Nicolas, Bruno, et on va aller voir Marie, puisqu'il y a écrit directrice, donc est-ce qu'elle est cofondatrice ou pas, je ne sais pas. Et puis bon, là on a, waouh, c'est incroyable d'ailleurs, on a rarement vu une aussi grosse équipe, donc il faut bien voir que c'est une société en série A. Ils ont déjà fait une première levée de fonds, ce qui veut dire que vraisemblablement la valorisation sera plus élevée. Oui, effectivement, elle est plus élevée, on l'a ici, et ils cherchent à lever beaucoup plus. Un peu plus que la plupart des boîtes qu'on voit en général sur SoWeFund qui sont plutôt en amorçage, en seed. Et bien sûr, la question que je vais poser dans un instant, c'est est-ce qu'ils ont des revenus ou quelque chose pour justifier cette valorisation? Mais nous n'en sommes pas là. Donc, Pascal, Nicolas, Bruno, quand est-ce qu'ils ont commencé? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils ont des expériences entrepreneuriales préalables? Donc, janvier 2019. Avant, il a travaillé chez Page Jaune Canada, c'est marrant. Donc, Montréal Art Institute Foundation Board of Directors, donc d'accord. Président et CEO de MAPI. Donc là, on a une vraie expérience. Peut-être pas d'entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est lui qui a créé MAPI, mais une expérience de gestion, de direction d'entreprise. Donc ça c'est assez impressionnant quand même. Et donc c'est un ingénieur. Donc ça c'est pour ce qui est de Pascal. On a ensuite Nicolas, qui est le directeur général. Il a fait Grenoble École de Management, donc lui il est plutôt profil école de commerce, donc ce qui complète très bien avec Pascal, qui est profil ingénieur. Donc ça c'est très bien. Et président, alors hop, j'ai cliqué sur ça, donc il a travaillé chez Capgemini, chez Apple, c'est des beaux noms. Valtech, président de Ascendo pendant 11 ans, donc encore une expérience de direction d'entreprise, peut-être même de création d'entreprise. Et lui, il a commencé en avril 2019. Donc là, on a une vraie équipe expérimentée et complémentaire, déjà avec Pascal et Nicolas. Elle est complétée par Bruno, qui a fait l'INSEAD, donc c'est vraiment finalement un profil presque mix. On a l'ingénieur, l'école de commerce, et puis l'INSEAD, qui est un peu, disons, au milieu des deux, et vraiment intéressante, qui était
aussi chez Mappy et chez Page Jaune. Donc lui, ça doit être un copain de Pascal, j'imagine. Et lui, il est arrivé en juin 2020, donc il arrive un peu après. Et je ne sais pas s'il est du coup cofondateur, donc on va passer rapidement. Et il reste Marie. Donc Marie, elle arrive en août 2019, un peu plus tôt. Donc pareil, je ne sais pas si elle est cofondatrice ou pas. Toute façon, pas d'expérience visiblement entrepreneuriale préalable. Probablement plus jeune, je dis ça parce que je vois stage, mémoire, stage, donc vraisemblablement elle débute un peu plus dans le monde du travail, et un profil ingénieur. Ok, donc là franchement sur l'équipe on peut pas faire beaucoup mieux en termes de crédibilité, d'expérience entrepreneuriale passée, de complémentarité. On est franchement très très bien. Alors oui, j'ai oublié de le dire dès le départ en disant mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme critère de ce qu'on voit. Bah évidemment la monétisation, on se doute bien qu'ils vont pas offrir gratuitement cette ferme verticale, cette géoponie rotative, qui vont la vendre. Donc bien sûr ils savent comment monétiser, reste à savoir combien ils la vendent et quelle est leur marge. C'est bien sûr ce qu'on va essayer de savoir avec l'attraction, l'avantage injuste, et on essaiera avec ça de déterminer est-ce que la valorisation elle est correcte, elle est juste ou pas. Donc Advisor, très bien. La problématique, donc la croissance démographique mondiale, l'extension des villes. Donc effectivement, le but c'est aussi de faire des circuits courts, de faire de la consommation en centre-ville. Et donc si tu peux installer ça en plein milieu d'une très grande ville et nourrir les habitants localement sans que ta salade par exemple traverse des grandes distances. Donc ça c'est très bien. L'augmentation des températures moyennes, bon, malheureusement évidemment. L'impact de l'alimentation sur la santé, et les consommateurs souhaitent l'arrêt d'utilisation de produits phytosanitaires. Absolument. Donc, 3 piliers, utilisation du sol vivant, d'accord. Donc là, il nous présente, voilà, tu vois, quand c'est vertical, bon, c'est assez joli, par ailleurs, ça fait un peu futuriste, moi je trouve, on se croirait un peu dans Matrix. Donc, un cylindre rotatif, un éclairage central. Alors, il y a un éclairage central qui a l'air assez puissant. Je ne sais pas si lui, il consomme beaucoup d'électricité ou pas, mais enfin, c'est un autre sujet. 48 bacs de culture, blablabla, le Nutrimix. Un système breveté de fertigation, le Nutrimix. Donc déjà, il y a un système breveté. Alors, ça me simplifie la vie, parce que je peux tout de suite dire, oui, il y a un unfair advantage, un avantage injuste, puisqu'ils ont un brevet donc, qui est impossible à répliquer par les concurrents. Alors, impossible, évidemment, tout est une, tout est une question. Voilà, ça arrive, des brevets qui sont répliqués, on change un tout petit peu pour quand même... pour ne pas enfreindre le brevet, mais quand même faire la même chose, etc. Donc, impossible, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, il y a quand même une barrière à l'entrée. Et donc, ça me simplifie la vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que s'il n'y a pas d'avantage injuste, on en cherche d'autres, et on va voir s'il y en a d'autres qui sont moins évidents, mais celui-ci, il est évident. Il y a un brevet, donc déjà, ça les protège. Alors, ce brevet, il est sur le Nutrimix, qui permet de préparer automatiquement les doses quotidiennes pour nourrir les plantes en microdosant individuellement chaque nutriment et ensuite gérer l'alimentation de chaque système de culture. Alors tu vois, c'est pour ça que je dis, en fait, ça dépend, parce que très clairement, un système qui permet de automatiquement nourrir les plantes quotidiennement avec des microdoses, il y en a plein. Je suis sûr que ça existe. Si tu vas à Nature et Découverte, ça existe. Donc eux, ils ont le leur qui s'appelle Nutrimix et qui est breveté et qui est peut-être un peu meilleur, mais tu vois qu'en l'occurrence, ça n'empêche vraisemblablement pas des concurrents de venir faire la même chose. Donc tu vois que tout ça c'est une question de... Il faut rentrer dans les subtilités. Là on voit brevet, on coche la case. Il faudrait en fait rentrer dans les subtilités. On peut même dire que c'est un brevet mais qui est pas forcément unique et qu'il y a plein d'autres systèmes qui existent. On va voir s'il y a d'autres avantages injustes qui permettraient d'enlever ce critère orange. Donc il se compose d'électrovannes, de pompes péristaltiques. Alors ça... ce mot-là, péristaltique, pas mal, pour le dosage des nutriments, des capteurs de mesure de pH, un logiciel de pilotage. D'accord. Donc ils ont un logiciel, ok. Donc ça c'est top. Et ça va peut-être leur permettre, alors on a vu souvent ça, c'est dans les dernières vidéos d'analyse, des boîtes qui vendent un produit physique, comme ici la ferme en géoponie, mais qui vendent aussi un abonnement pour leur logiciel, ce qui leur permet de rentabiliser sur le long terme, puisque avec le logiciel tu as de la très bonne marge. On va voir s'ils font ça. Donc valeur ajoutée, une ferme en géoponie rotative, on l'a bien compris, une ferme automatisée, un climat contrôlé, respectueuse de la nature, habitation des friches industrielles. Ok, alors la stratégie d'acquisition. Donc évidemment ça c'est un gros sujet et on va voir combien ils en ont vendu et je crois qu'ils en ont vendu une. Donc modèle économique, ça m'intéresse. Donc la vente de ferme clé en main. Donc la vente de système et la maîtrise d'ouvrage, donc 5200 € par ferme, donc ça coûte 5 millions pour un truc. Non, ça me paraît incroyable.
Mais je crois que c'est ça. Alors je me suis posé la question, je me suis dit combien, enfin c'est bien beau de produire en ville, mais à quel prix? Si la salade elle te coûte 200 € par salade, c'est compliqué. Mais si, je crois que c'est ça, hein, 5200 €, si je lis ça en français, c'est 5 millions d'euros. Bon. Des revenus mensuels récurrents, donc la vente de licences pour le système d'information des fermes. Donc ça, 430 € par an et contrat de maintenance. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, ça permet d'avoir une bonne marge, forcément, puisque la marge là-dessus, ça doit être faible, mais la marge là-dessus, c'est 100%. Alors, pas le contrat de maintenance, hein, ça c'est une marge faible, mais ça, la vente de licence. Donc tu vois que c'est une petite partie, c'est peut-être 10% du prix de la ferme, mais au bout de 10 ans, enfin un peu plus, 5200 divisé par 430, au bout de 12 ans, t'as récupéré, comme si tu avais vendu une deuxième ferme, sans rien faire, parce que tu as simplement vendu la licence. Et donc sur cette licence de système d'information, tu as une marge de 100%. Et donc même si la marge ici elle est faible, sur le long terme, tu vas récupérer une super bonne marge. Donc ça c'est super. Et pareil, oui, non, enfin, alors là-dessus, tu as des effets d'échelle. Il n'empêche que pour vendre ça, il faut vendre ça, la ferme, et donc il faut la produire, et donc tu n'as quand même pas d'effet d'échelle au global sur le business, puisque tu ne vendras ton logiciel que aux personnes à qui tu as déjà vendu la ferme physique. Mais sur la marge, c'est quand même super, et sur la monétisation, c'est super, parce qu'ils ont plusieurs moyens de monétisation. Donc ça c'est un bon point. J'aime bien en fait ce genre de business, c'est plutôt intéressant. Il reste que avant de pouvoir vendre, il faut produire une ferme et être capable de la vendre à 5,2 millions d'euros. Et tout le monde n'est clairement pas prêt à mettre ce prix-là, évidemment. Donc tu vas pas vendre, Mais bon, une fois que tu l'as vendu, eh ben tu continues à toucher 430 € par an, c'est assez génial. Et vente de prestations, donc commercialise des projets de recherche, de R&D, etc., etc. Alors, ils envisagent de réaliser un chiffre d'affaires de 350 €, et un CA de 2 millions d'euros en 2023. Ça veut dire qu'ils vendent aucune ferme, hein, parce que dès qu'ils vendent une ferme, on est déjà à 5 millions d'euros. Si je dis pas de bêtises. Ou alors, non, mais si, 5200 €, c'est bien 5 millions d'euros. Hein. Donc, ça, c'est ce que je craignais. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vendu de ferme et ils ne prévoient pas d'en vendre ni cette année ni l'année prochaine. Si je comprends bien. Et ça, on va aller voir les chiffres détaillés. Mais ça, c'est évidemment un gros problème. Donc, ils ont un pilote. Ça, c'est très bien. Et le marché, on a vu qu'il était en croissance. Il y a de la concurrence. Tant mieux, c'est très bien. Et utilisation des fonds. Donc, ils cherchent 4 millions en capital, notamment pour financer de l'extension de la ferme pilote. Donc, c'est même pas pour vendre finalement même pas pour vendre des fermes. Ça m'embête. Bon, alors, voyons les chiffres détaillés. Alors, tu parles détaillé. On a des courbes. Donc, comme d'habitude, pour l'instant c'est 0, mais dès qu'on va investir, ça va augmenter. Je dis ça un petit peu en rigolant, mais voilà. Donc, cette année, 375 000 € de chiffre d'affaires avec une perte de 3 millions d'euros. L'année prochaine, une perte de 2 millions. Bon, là, on est sur des trucs, franchement, c'est dur, surtout qu'on a quand même une valorisation élevée pour une boîte qui perd un fric de fou et qui n'a rien vendu. Alors, j'aimerais bien voir les documents. D'où viennent ces liasses fiscales, pacte d'associés Cabis, statut, DEC, BP financier. On peut essayer d'aller voir le DEC, mais ça va être à mon avis très très commercial. Et en plus on a 110 pages. Oh la blague, la grosse blague. Oh là là, quel enfer. Ok, j'ai même pas envie de descendre les 110 pages. Tellement donc 600, ça c'est pour chaque. Bon, de toute façon, je cherche d'où viennent les 375 000 €. Je sais d'où ils viennent. Ils viennent dans la monétisation. Ils ont dit. Alors, je voulais juste voir si jamais dans le BP financier on avait quelques trucs, mais ils viennent si on retourne sur l'offre, de ce qu'ils vendent, à savoir des contrats de R&D au départ. Et ce genre de choses. Ici, modèle économique. Donc, ferme, ils en ont vendu 0. Installation, ils en ont vendu 0. Licence, ils en ont vendu 0. Contrat de maintenance, ils en ont vendu 0. Donc tout ça, qui est le cœur de métier, ils n'en ont pas vendu. Et donc, il n'y a aucune traction, puisqu'ils n'ont rien prouvé. C'est ça le gros problème. Il n'y a aucune traction. Là, je le mets en gras, en souligné, en italique. Ils n'ont rien fait. Ils ont fait de la R&D, mais aujourd'hui, personne ne l'a acheté. Et donc, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est un projet génial avec une équipe super. C'est un projet à impact. Ils ont plusieurs formes de monétisation. Ils ont de la marge. Bon, il n'y a pas d'effet d'échelle. Il n'y a pas forcément un avantage injuste énorme. Mais
on ne sait pas s'ils sont capables de le vendre à ce prix-là. C'est bien beau, 5 millions d'euros. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me paraît évidemment énorme. Et ben, la preuve, c'est qu'on ne sait pas si ça se vend. Moi aussi, je peux dire, je crée une marque de montres. Chaque montre, je vais la vendre 1 milliard. Et donc, voilà, l'année prochaine, je vais vendre 10 montres et je vais faire 10 milliards. Bah ouais, mais tant que tu n'as pas vendu de montre, tu sais pas si les gens sont prêts à acheter une montre 1 milliard. En l'occurrence, j'ai fait exprès de prendre un chiffre exagéré. Tu te doutes bien qu'à 1 milliard, personne va acheter de montre. Donc, peut-être que ça se vend à ce prix-là. Peut-être que ça se vend, je sais pas. Mais justement, je ne sais pas, on n'a pas la preuve puisqu'ils ne l'ont pas fait. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces 375 000 euros ? C'est la vente de prestations, des projets de recherche, de développement agronomique auprès d'industriels, de transformation, blablabla. Ça, c'est typiquement, voilà, ils vont voir les gars, ils les impressionnent avec leurs projets, mais qu'ils n'ont jamais vendu, et donc ils arrivent à leur vendre ça. Donc ça, c'est un gros problème de traction. Et donc, forcément, cette valorisation, non seulement parce qu'ils n'ont rien vendu, en plus parce que, alors hop, elle est où notre valorisation ? Elle est ici. Non, avec les chiffres. En plus parce qu'ils perdent de l'argent. Énormément d'argent. Je veux dire, on parle pas d'une boîte qui perd 150 000 euros. Enfin, c'est beaucoup d'argent aussi, 150 000 euros, mais tu te dis, bon, à l'échelle d'une boîte, tu vois, ça va s'ils faisaient 375, mais qu'ils avaient dépensé 500 000, donc ils perdaient 125 000, et tu te dis, bon, l'année prochaine, ça va un peu augmenter, pas de problème. Non. Ils perdent 2,7 millions, c'est juste, waouh, 2,7 millions, quoi. Et l'année prochaine ils reperdent 2 millions, et l'année d'après ils reperdent 1 million, et l'année d'après ils reperdent 1 million. Enfin, c'est un truc de malade, c'est pas une entreprise là, c'est un gouffre financier. Et seulement en 2026, peut-être si tout se passe bien, on gagnera seulement 2 millions sur 30 millions de chiffre d'affaires. Non, franchement, c'est déconnant. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, une entreprise, c'est là pour créer du résultat, pour créer du chiffre. Sinon, ton entreprise, elle ferme au bout d'un moment, à moins que tu arrives à en permanence lever des fonds. C'est pour ça qu'ils sont là, encore. D'ailleurs, tu vois qu'ils ont déjà 37% du capital et qu'ils vont encore se diluer de 25% de plus. Donc ça y est, les mecs, si tu fais 0,63 fois 0,75, ça y est, ils passent en dessous de 50%. Ils n'auront plus que 47% de la boîte. Donc les mecs vont devenir minoritaires dans leur propre boîte. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte qui perd de l'argent. Pourquoi elle perd ? Et donc ils doivent en permanence lever. Parce que la boîte elle fait que perdre de l'argent. Les seules rentrées d'argent c'est les levées de fonds. Mais une boîte ne doit pas rentrer de l'argent que par les levées de fonds. Elle doit rentrer de l'argent par son business. Donc là, gros problème franchement. Voilà, donc dommage, super beau projet à impact, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà pour mon analyse. Je termine un peu, je me suis un peu emballé, mais c'est dommage. Enfin, moi, finalement, j'aime pas trop ce genre de projet, alors que ça partait super bien, quoi. Mais c'est vraiment, il y a un problème dans la conception du truc, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Bon, ce n'est que mon avis. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord. Et je leur souhaite tout le succès. Enfin, ça peut marcher leur truc. Je pense que ça a beaucoup de chances de se planter, mais en soi, ça peut marcher. Je leur souhaite que ça fonctionne. Donc, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. Je serais ravi. Enfin, là, comme j'ai vraiment pris une position très, très tranchée, il y a peut-être des gens qui sont pas du tout d'accord, et c'est ok tant que c'est pas dit de façon insultante. Mais au contraire, enfin, moi, je suis ravi d'échanger les points de vue. Si on n'est pas d'accord, c'est top. On échange. Donc voilà. Et puis, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune prochaine vidéo d'analyse. Et bien sûr, si tu veux investir avec moi dans les startups à fort potentiel de la Silicon Valley dans lesquelles on investit, c'est des startups qui répondent à tous ces critères d'investissement et qui sont purement digitales et qui ont des très très fortes tractions, qui ont prouvé qu'elles savaient vendre, et elles sont dans la Silicon Valley. Et tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Tu trouveras plus d'infos dans la description de la vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.